La première, 9h, 10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. 3h24 du matin, une explosion très violente. Les cellules communistes combattantes ont frappé pour la deuxième fois en une semaine. La violence est un devoir. Faites des travailleurs, c'est les travailleurs qu'on a commencé par tuer, par blesser. Je trouve ça particulièrement répugnant. La révolution des bombes et du sang, il y a 40 ans, la Belgique était frappée par le terrorisme des CCC. 3 lettres et une étoile rouge. Les cellules communistes combattantes ont frappé une vingtaine de fois entre fin 1984 et fin 1985. Après l'Italie, l'Allemagne et la France, la Belgique connaît donc elle aussi une poussée du terrorisme d'extrême gauche. Cette année 1985, la Belgique vit son année de plomb avec une police et des autorités dépassées. On vous raconte cette année rouge où les CCC ont tenu en haleine tout un pays. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Retour donc il y a 40 ans dans cette année 1985, décidément bien noire. Entre le drame du Heysel, la crise économique, les tueries du Brabant, il y a eu les attentats des CCC. Une année à peu près d'attentats, une vingtaine de bombes, beaucoup de dégâts matériels et 2 morts, signés par un groupe révolutionnaire dont à l'époque personne ne soupçonnait l'existence. Nous allons vous raconter cette histoire parce qu'elle reste un moment historique pour la Belgique, un moment où en Europe, le terrorisme d'extrême gauche sévissait avec la fraction armée rouge en Allemagne, Action directe en France, les brigades rouges en Italie. Comment un tel groupe a-t-il pu s'installer chez nous et comment a-t-il pu agir durant 1 an et commettre autant d'attentats avant d'être arrêté? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Mais aussi, on s'intéresse à cette question parce que, évidemment, le terrorisme comme phénomène reste une menace importante pour notre pays aujourd'hui. Alors, le risque est plutôt celui du terrorisme islamiste ou du terrorisme d'extrême droite. Mais que reste-t-il de cette menace du terrorisme d'extrême gauche? Existe-t-elle encore et comment? Ce sera aussi évidemment une question à se poser. Nous évoquons ces questions avec 2 invités aujourd'hui. Emmanuel Allard, journaliste ici à la RTBF. Bonjour. Bonjour. Vous avez enquêté il y a quelques années sur les CCC et vous avez rencontré les 2 membres les plus importants du groupe, Pierre Carrette et Bertrand Sassois. Et nous avons également avec nous Michael Dantine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes criminologue à l'université de Liège et vous vous intéressez particulièrement aux questions de terrorisme. Alors peut-être d'abord une première question à tous les deux à l'époque des CCC. Alors je connais pas bien vos âges précis à tous les deux, mais vous étiez sans doute étudiants, en tout cas jeune adulte. Et puis en tout cas vous vous êtes intéressés tous les deux dans votre carrière à cette question à un moment donné du terrorisme et des CCC. Mais à l'époque, comment vous avez été marqués lors de cette année 85 par ces événements, par ces attentats? Emmanuel Allard, peut-être d'abord vous, votre souvenir. Oui, 84-85, mon souvenir en tant qu'étudiant qui faisait la navette entre Bruxelles et Louvain-la-Neuve, c'est qu'un beau moment, on entend parler d'un attentat, il y a ce sigle des CCC, mais qu'est-ce que c'est? C'est une étoile rouge, là. Oui, et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est sérieux? Puis les attentats se sont multipliés, et puis parallèlement, on a eu aussi les tueurs du Brabant. Alors là, c'était le chaos. La Belgique tombe dans quelque chose qu'on ne connaissait pas. Si on riait un petit peu avec les attentats des CCC, parce que c'était des cibles symboliques, c'était des entreprises, des sièges de la gendarmerie ou des partis politiques, les tueurs du Brabant wallon, c'était quand même autre chose. Et alors, si on riait un peu avec les CCC, on riait pas du tout avec les tueurs. Et je me souviens de grandes surfaces, notamment quand on allait au Deleuze encore, on allait avec la trouille. Ouais, avec le moindre bruit vous faisait paniquer. Cette année 85 où l'inquiétude régnait en Belgique. Vous, Michael Dantine, comment est-ce que cette affaire-là, comment est-ce que ces attentats vous ont marqué? Alors moi j'avais 12 ans, mais néanmoins j'ai un souvenir, et donc ça c'est, je pense, quelque chose d'important, parce qu'au final on ne se souvient pas beaucoup d'événements d'actualité de ces 12 ans. Je crois que cette séquence-là, et aussi les tueries du Brabant bien entendu, c'est quelque chose qui reste, si vous voulez, et qui reste même dans une mémoire collective. C'est-à-dire que quand j'en parle aujourd'hui avec mes étudiants qui forcément, eux, n'étaient même pas en projet dans le chef de leurs parents, eh bien tout le monde sait ce que c'est.
en réalité. Et donc cela fait partie, si vous voulez, de ces faits de l'histoire criminelle, on va les appeler comme ça, qui marquent une conscience collective. Et donc pour moi, ça a toujours été quelque chose d'interpellant, même si, vu mon âge, évidemment, je n'avais pas une lecture très approfondie de la situation. Allez, on se replonge dans nos archives et on voit après comment elles résonnent encore aujourd'hui. Il est 15h ce 16 décembre 1985 à Namur. Le soleil commence à décliner sur le quartier de la gare. Dans le Quick, quelques clients rassasient leur faim. Près de la fenêtre, 3 hommes et une femme sont attablés. Ils discutent et scrutent souvent la rue. Les autres clients du restaurant ne soupçonnent pas qu'ils mangent un Giant aux côtés des ennemis publics numéro 1, les membres des CCC, les cellules communistes combattantes qui terrorisent le pays depuis plus d'1 an à coups d'attentats à la bombe. Insaisissables, clandestins, toutes les polices du pays sont à la recherche de cette bande d'extrême gauche et en particulier de son leader présumé, Pierre Carrette. Mais cet après-midi-là, la police de Namur a enfin eu un tuyau. L'avant-garde du prolétariat, les combattants de la révolution communiste mangent au Quick. Les enquêteurs de la PJ débarquent en nombre. CCC, Pierre Carrette et 3 complices arrêtés à Namur. Pierre Carrette, dont vous avez pu voir à plusieurs reprises la photo sur notre antenne dans des communiqués de police judiciaire, avait disparu et était activement recherché depuis plusieurs mois. Avec l'arrestation de Pierre Carrette, on peut espérer que les CCC en Belgique sont décapités. Pierre Carrette, Bertrand Sassois, Didier Chevolet et Pascal Van der Geert sont arrêtés en ce mois de décembre. Le retentissement est énorme dans la population, car la Belgique vit en cette année 1985 son année de plomb. Entre tuerie du Brabant, drame du Heysel, les attentats des CCC ont émaillé l'actualité. Une année noire qui a commencé à Evere, 1 an plus tôt. Bonsoir. Attentat cette nuit à Evere, dans la banlieue nord-est de Bruxelles. 3h24 du matin, une explosion très violente. Toutes les vitres des environs volent en éclats. Une vingtaine de voitures sont endommagées. Heureusement, pas de victimes. L'attentat visait les bureaux d'une société américaine d'électronique qui travaille dans le domaine militaire. Il était revendiqué par une organisation jusqu'ici inconnue, les élus communistes combattants. Le 2 octobre 1984, Pierre Carrette et Bertrand Sassois, 2 militants communistes révolutionnaires, entrent dans la clandestinité. Ils signent leur premier attentat sous l'étiquette des CCC. Ils considèrent que le moment est propice pour une révolution et entament la lutte armée. Sur le plan social, la Belgique vit une cure d'austérité douloureuse avec le gouvernement Martens-Goll. La crise économique est sévère. La population est aussi sous le choc des tueries du Brabant. Le sang coule apparemment sans raison. Et puis l'inquiétude gagne la population à propos de la guerre. L'installation des missiles nucléaires américains en Europe déclenche les plus grandes mobilisations populaires depuis la guerre. Dans ce contexte, les CCC décident de passer à l'action et planifient des attentats contre des symboles du capitalisme qu'ils veulent détruire. Après cette première bombe, le 2 octobre 1984, 2 autres bombes exploseront devant le siège d'entreprises sous-traitantes de l'OTAN. Bonsoir. Les cellules communistes combattantes ont frappé pour la 2e fois en une semaine à Evere. Elles ont frappé ce matin. La victime aujourd'hui est à nouveau une société américaine spécialisée dans l'électronique de pointe. Elle fournit du matériel destiné aux missiles. Elle se nomme Honeywell. Action directe en France, les brigades rouges en Italie, la fraction armée rouge en Allemagne. Plus de doute, la Belgique est elle aussi victime d'un groupuscule d'extrême gauche qui prétend mener la lutte armée.
Après les entreprises, les CCC s'attaquent aussi aux partis au pouvoir. Les chrétiens démocrates flamands, du CVP, et les libéraux du PRL. À chaque fois, beaucoup de dégâts matériels, mais pas de victimes. En attendant, avec le pouvoir, la guerre est déclarée. Bonsoir. Après la vague d'attentats de ces 15 derniers jours, les autorités judiciaires ont frappé un grand coup. 5 heures ce matin, début de l'opération Mammouth. À Bruxelles, Anvers, Nivelles, Liège, Gand, à Charleroi, les forces de l'ordre se mettent en branle. Il y aura en tout 120 perquisitions, des saisies de documents, de fichiers. Les opérations se sont poursuivies jusque tard dans la matinée. 15 personnes ont été emmenées pour interrogatoire, mais jusqu'à présent on n'annonce aucune arrestation. L'opération Mammouth est un fiasco. Le gouvernement a voulu frapper un grand coup. Il a fait perquisitionner des dizaines d'organisations de gauche, mais rien. Pas même un indice qui pourrait les conduire au CCC. Le pouvoir tente de reprendre la main. Déjà fragilisé par les tueries du Brabant, il s'agit de redonner de la crédibilité à l'appareil sécuritaire. Et en novembre, un premier petit indice sort. Il y a enfin un suspect. Enfin, un témoin. Peut-être une piste sérieuse pour les auteurs de ces fameux attentats du mois d'octobre attribués aux cellules communistes combattantes. Toutes les polices recherchent un témoin essentiel, un certain Pierre Carrette, imprimeur, disparu depuis quelque temps déjà. La photo de Pierre Carrette est diffusée dans tout le pays. La photo d'un homme blond, visage anguleux, grandes lunettes, regard porté sur l'horizon. Une posture qui rappelle un peu la célèbre photo de Che Guevara. Pierre Carrette est désormais l'ennemi public numéro 1. Il est traqué, mais reste introuvable. Malgré la surveillance, malgré toutes les polices du pays à leur recherche, les CCC frappent un grand coup. Le 11 décembre 1984, c'est l'opération la plus spectaculaire du groupe. Ce matin, les cellules communistes combattantes ont décidé de frapper directement l'OTAN avec le sabotage du pipeline qui permet l'acheminement vers l'Allemagne et vers certaines bases militaires belges du carburant en provenance de France, du Havre plus précisément. Les cellules communistes combattantes ont fait sauter les vannes de ces pipelines à Gage-Gibec, près d'Ath, à Ytre, à Gré-d'Oisseau, à Glon et à Ancival. En tout, 5 objectifs, mais 6 explosions. 2 bombes ont en effet explosé à la station de pompage de Glon. Cet attentat multiple a l'apparence d'un grand professionnalisme et pose beaucoup de questions. Comment les CCC ont-ils pu avoir accès aux informations sensibles des pipelines de l'OTAN ? Certains considèrent qu'ils sont soutenus par le KGB pour affaiblir l'OTAN. D'autres disent qu'ils sont soutenus par la CIA pour déstabiliser la Belgique. Des théories du complot naissent toujours pour expliquer l'inexplicable. Mais dans ce cas-ci, la réalité semble pourtant très simple, voire trop simple. Pierre Carrette l'expliquera plus tard à sa sortie de prison, à la RTBF. Lors d'un repérage, les CCC sont tombés par hasard sur un poteau indiquant une conduite à haute pression. On a été confronté à ce genre de poteau indicateur. On s'est interrogé de quoi s'agissait-il. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que là-dessus, il y avait un numéro de téléphone qui correspondait au numéro de téléphone du centre qui s'occupe en Belgique des pipelines de l'OTAN. On a trouvé ça dans l'annuaire téléphonique. Fort de cette découverte, les CCC réussissent donc leur coup de maître. Le gouvernement qui avait annoncé mettre tous les moyens pour arrêter les attentats en est pour ses frais. Les CCC n'ont aucune raison de s'arrêter en si bon chemin. Ils continuent d'attaquer des symboles. Après l'OTAN et les partis de gouvernement, ils décident de s'attaquer au symbole du capitalisme en Belgique, la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique. Là aussi, leur projet est de faire des dégâts matériels et de prendre toutes les précautions pour éviter les victimes. Mais ce 1er mai 1985, leur plan va mal tourner.
Dans la nuit, les CCC garent une voiture remplie d'explosifs rue des Sols, en plein centre de Bruxelles, devant le siège de l'AFEB. Des tracts sont parsemés autour de l'auto pour avertir d'une explosion imminente et un appel est lancé à la gendarmerie. Allô, allô, communiste combattante. Nous avons placé une voiture piégée à la FEB. Elle explosera à minuit et 30 minutes très exactement. Faites évacuer toute la rue Ravalstein et la rue des Sols. Faites évacuer les veilleurs de nuit. Ne touchez pas à notre véhicule, il exploserait immédiatement. Nous répétons. Faites évacuer la rue Ravalstein et la rue des Sols. Faites évacuer les veilleurs de nuit. Mais la gendarmerie ne transmettra pas ces informations aux pompiers. Appelés par un témoin, les pompiers se rendent sur les lieux inconscients du danger. La voiture explose. 2 pompiers sont tués. La camionnette piégée n'existe littéralement plus. Il n'en reste qu'un essieu et 2 roues. À côté, un cratère. Le sol s'est enfoncé. De l'autre côté de la rue, d'autres véhicules complètement démolis. Près de l'un d'eux, une flaque de sang. Les pompiers ont été projetés entre 5 et 10 mètres de hauteur, c'est pas difficile. J'avais perdu 2 de mes collègues là, qui se trouvaient en dessous des arcades, que j'ai retrouvé seulement par après. Les 5 hommes ont été touchés et évacués à l'hôpital Saint-Pierre. Le chef d'équipe est décédé à son admission. Un de ses coéquipiers est dans un état très grave. On n'a pas hésité à risquer la vie des gens. Il y a un tract qui dit, n'est-ce pas, prolétaires, unissez-vous contre le capitalisme, tout ce que vous connaissez dans les déclarations des CCC, puisque c'est revendiqué, 1er mai, fête des travailleurs. Eh bien, c'est les travailleurs qu'on a commencé par tuer et par blesser. Je trouve ça particulièrement répugnant. 2 morts et un spectacle de désolation au petit matin du 1er mai 1985. Les CCC accableront la gendarmerie et ce sera démontré plus tard, elle a mal communiqué l'information. Mais en attendant, le mal est fait et cela ne fait pas renoncer Pierre Carrette et Bertrand Sassois. La cheville ouvrière des CCC assume des dégâts collatéraux et ils l'assumeront encore 20 ans après, lors de leur sortie de prison. Les cellules ont fait un choix politique qui est dicté par le caractère de l'histoire. La violence est-elle, oui ou non, une donnée de l'histoire? Oui. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est ainsi. Est-il nécessaire de pratiquer la violence pour rétablir l'ordre établi? Oui. Qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. Cet exercice de la violence peut-il, à un moment donné, par hasard, par accident, par erreur, amener à des drames? Oui. Faut-il ne pas lutter pour autant? Faut-il abandonner toute perspective de lutte pour autant? La violence est un devoir. C'est ne pas poser des actes de violence qui devient criminel. Si on s'en tient au strict point de vue moral, je peux citer 350 exemples, comme celle des témoins de Jéhovah qui ont refusé de participer aux insurrections dans des camps de concentration pour ne pas poser des actes de violence contre les sentinelles SS. Il y a des situations où ne pas poser des actes de violence est criminel. Les révolutionnaires continuent donc leur campagne. Une dizaine d'attentats ont encore lieu en octobre, essentiellement contre des banques, la gendarmerie, l'armée et des entreprises liées à la défense. Pendant ce temps, l'enquête de police avance. Très lentement, mais elle avance. Des empreintes de Pierre Carrette sont retrouvées sur le lieu d'un des attentats, confirmant son lien avec les CCC. Et puis enfin, un informateur de Charleroi reconnaît sur photo 2 complices de Pierre Carrette. La police lance une filature. Elle débouche donc à Namur, au Cuic, où les CCC prennent un café. L'opération a été rondement menée par la Sûreté, la PJ et la police communale de Namur. J'étais dans mon bureau et tout à coup on s'est mis à sonner. On a ouvert et la police judiciaire est rentrée dans le siège. Tout à coup, quelqu'un a donné un ordre, je suppose, et ils se sont mis tous à mettre en respect les gens, en leur demandant de ne pas bouger, prendre les cartes d'identité et autres. C'est alors qu'ils se sont plus rapprochés d'une table où il y avait 4 personnes, notamment une femme. Emmenés dans les locaux de la PJ de Namur, rue Pépin, les 4 membres des CCC ont été longuement entendus par le premier substitut Van Doren, chargé de la répression du terrorisme au parquet de Bruxelles, avant d'être transférés dans la capitale hier vers 20h15.
Le 21 octobre 1988, la cour d'assises du Brabant condamne aux travaux forcés à perpétuité Pierre Carrette, Bertrand Sassois, Pascal Van de Geerde et Didier Chevolet. Ils ont été reconnus coupables de 21 attentats commis sur le territoire belge et ont fait 2 morts et 1 blessé. Ils sont tous depuis sortis de prison au début des années 2000. Pierre Carrette et Bertrand Sassois n'ont jamais renié leur combat communiste et n'ont jamais regretté leurs actes. Ils sont aujourd'hui toujours des militants actifs, bien qu'ils ne recourent plus pour l'instant à la violence révolutionnaire. La première, l'histoire continue. Et on revient donc aujourd'hui sur cette année 1985, cette année où les cellules communistes combattantes ont perpétré toute une série d'attentats, dont un attentat qui a tué 2 pompiers. C'était le 1er mai 1985, rue des Sols à Bruxelles. Nous sommes avec Michael Dantine, criminologue à l'Université de Liège, et Emmanuel Allard, journaliste ici à la RTBF. Une première question avec vous, Emmanuel Allard. Vous avez enquêté sur les CCC et vous avez intitulé votre enquête « La croisade des CCC ». Pourquoi avoir choisi ce mot « croisade » ? Je pense qu'il y a un symbole presque mystique, en ce sens que Carrette, Sassois et les autres étaient convaincus de la justesse de leur combat, que c'était une mission, presque un caractère sacré, et que personne ne pouvait dire le contraire. Cette mission devait être menée, poursuivie, pour atteindre un objectif qui aurait peut-être été le bonheur universel. Pour ces raisons-là, croisade était un titre qui s'imposait à notre sens. Oui, vous utilisez aussi dans votre reportage le terme de gourou pour nommer la personne qui a inspiré Pierre Carrette, un auteur français. On est un peu dans ce vocabulaire-là de la religion, quoi. Oui, le gourou en question, il s'agit de Frédéric Auriac, qui était une des têtes pensantes d'Action Directe, que Carrette a fréquenté dans les années 70. Donc qui était un groupe révolutionnaire terroriste français. Oui, actif en France. armé, qui a fait de nombreuses victimes, des éliminations ciblées. Oui. Auriac, qui lui-même s'est un peu tourné vers l'islamisme après, plus tard, et Carrette lui-même, par rapport aux jeunes qui l'entouraient, Sassois, Van de Geerde et Chevolet, avait cette position de gourou aussi, parce que c'est un homme excessivement instruit. Il connaît, comme certains, la Torah ou le Coran par cœur, il connaît Lénine, Marx et Mao par cœur. Michael Dantine, alors vous n'avez peut-être pas travaillé dans votre carrière de criminologue spécifiquement sur les CCC, puisque vous étiez jeune à l'époque. Beaucoup plus, on le sait, on vous a entendu ces dernières années sur le terrorisme islamiste. Mais je voulais vous entendre peut-être justement sur le fait que le vocabulaire de la foi, de la croisade se retrouve quand on doit décrire la manière ou les motivations, dont les CCC se sont revendiqués. On a l'impression peut-être que quelque chose se touche entre le terrorisme islamiste et ce terrorisme d'extrême gauche-là, oui, qui touche à la foi ou une forme de mysticisme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors c'est très intéressant parce qu'en réalité, si vous voulez, ce groupe, c'est une forme de terrorisme qui aujourd'hui d'ailleurs a un tout petit peu disparu, c'est le terrorisme des cellules. Des tout petits groupes qui vivent d'ailleurs dans une clandestinité très forte, qui va raffermir les liens entre eux, et dans ces petits groupes, il faut effectivement qu'il y ait un leader idéologique, un leader tactique. Et en réalité, ce que je vous dis là, on pourrait, par exemple, le transposer mutatis mutandis sur la cellule qui, en 2 parties, va frapper en 2015 et 2016, successivement Paris, et puis Bruxelles dans le terrorisme islamiste. Donc ces mécaniques-là, si vous voulez, elles sont communes. Elles sont communes aux cellules, elles sont communes au processus de radicalisation. Et vous avez raison, il y a toujours, par exemple, une identification du mal, alors qui est ici le capitalisme, les riches, les élites, enfin voilà. Et pour le terrorisme islamiste, le dévoiement des valeurs, l'islam trop modéré ou dévoyé. Et donc cette identification du mal va amener, si vous voulez, une espèce à la fois de session de purification. Donc il faut faire quelque chose à l'urgence d'une réponse, et donc ça c'est commun, et on pourrait le retrouver aussi à l'extrême droite, on pourrait le retrouver aussi
sur, je dirais, le terrorisme plutôt ou l'extrémisme lié à la cause écologique, parce que cela existe aussi. Et puis vous avez dit tout à l'heure, il y avait la justesse de l'action. Moi je dirais qu'il y a aussi dans tous ces groupes la justice en réalité. Il y a vraiment l'idée que la violence qu'on s'apprête à poser, quelle qu'elle soit, dans ces groupes pourtant d'idéologies différentes, eh bien, c'est rendre justice. Il y a cette conviction qui fait que d'ailleurs le sacrifice de sa vie, finalement, c'est aller au bout des choses. Alors, on ne va peut-être pas jusqu'à mourir, parce qu'ils auraient peut-être pu choisir de mourir lorsqu'ils se font arrêter dans le quick, là où l'idéologie du martyr dans les groupes islamistes pousse qu'il y a aussi cette vie espérée dans l'au-delà. Et en fait, tout ceci aussi explique pourquoi aujourd'hui, on a des compatibilités et donc des hybridations possibles entre des logiciels idéologiques extrêmes qu'on croirait a priori, et donc là on est dans l'actualité contemporaine, opposés ou pas forcément compatibles, et dans lesquels on peut retrouver en effet, pour partie dans cette hybridation, du logiciel d'extrême gauche. Ça veut dire, Michael Dantine, qu'il y a, comme vous le dites, chez chacun des individus qui composent ce groupe, une forme de mission contre le mal, pour la justice qui est partagée, et une forme de dynamique de groupe qui se met en place. Il faut qu'une série d'individualités, finalement, trouve une mécanique. Enfin, il y a quelque chose de la dynamique de groupe pour qu'à un moment donné, un attentat advienne. Absolument, parce que le groupe devient, parce qu'en plus on vit dans la clandestinité, votre seul référent. Vous n'existez plus qu'à travers lui. Et dans ce groupe, il y a un leader, et ce leader, c'est le porteur le plus fort de l'idéologie. Et d'ailleurs, vous êtes tout autant animé, si vous voulez, par une loyauté envers la relation que vous avez avec ce leader, que par une loyauté à l'idéologie en tant que telle. C'est-à-dire que c'est vraiment le porteur d'idéologie qui est le plus important. C'est pour ça aussi qu'on voit des liens entre Carrette et d'autres leaders idéologiques, d'autres groupes. Et donc cette dynamique de groupe est extrêmement importante dans cette forme de terrorisme-là. On voit par ailleurs que dans du terrorisme d'inspiration tel qu'on le connaît en 2025 et dans les années précédentes, en matière islamiste, ces éléments sont moins importants, mais on les retrouvera quand même. Alors, je voudrais qu'on écoute un extrait, Emmanuel Allard, de votre enquête, la croisade des CCC, qui date de 2006 sur la RTBF. Et on entend Pierre Carrette s'exprimer sur son engagement, et juste après, dans l'enquête, vous diffusez l'extrait d'une rencontre, je crois qu'on peut la qualifier d'historique, qui a eu lieu sur la VRT. Surréaliste aussi, les deux sont vrais, entre Pierre Carrette et le Premier ministre de l'époque, Wilfried Martens. On écoute. Si on nous avait imposé comme condition de libération le fait de renoncer à notre engagement révolutionnaire, à notre engagement de militant politique, nous aurions refusé. Nous n'abdiquerons jamais notre conviction et notre engagement au service de la lutte du prolétariat. Cette conviction inébranlable dans la justesse de sa cause, Pierre Carrette l'a réaffirmé lors d'un débat tout bonnement surréaliste face à l'ancien Premier ministre Martens sur les antennes de la VRT. Une rencontre historique. Pouvez-vous comprendre la conviction absolue d'un Pierre Carrette ? Je ne peux nullement comprendre la violence. Mais la conviction ? Non. Force de la démocratie, comme dans notre pays, est aussi que nous avons toujours accepté la libre expression des opinions, aussi des opinions extrêmes, de gauche ou de droite, à la condition de respecter la loi. La question que la bourgeoisie est armée jusqu'aux dents, son État est armé jusqu'aux dents, et que chaque fois que se pose la question d'une lutte de classe qui la met en danger, eh bien c'est le bain de sang. Ça c'est l'histoire qui nous l'apprend. En face de nous, nous avons des terroristes. C'est bien vrai. Mais vous êtes le terroriste, monsieur Carrette. Vous êtes le terroriste. Emmanuel Allard, Pierre Carrette et Bertrand Sassois n'ont jamais émis de regrets après cette série d'attentats ? Officiellement, non, mais on sait qu'ils se sont mordus les doigts après le 1er mai, la mort des deux pompiers. C'est la juge Lina, qui était juge d'instruction à ce moment-là, qui a étudié le dossier et qui a pu quand même écouter, lire tout ce qu'ils échangeaient. Et de fait, la mort des deux pompiers est le clou du cercueil des CCC. Dans toutes les actions des CCC, ils avaient fait, je dirais, pris soin de travailler à la perfection, si elle existe. Mais
peut-être que les attentats terroristes ne peuvent pas être gratifiés du label ISO 9001. Et quelque chose s'est passé le 1er mai. Il y a eu des erreurs de part et d'autre. Si je peux simplement citer le fait que la camionnette qui avait été placée rue des Sols, elle avait été aussi accompagnée d'un lâcher de tracts, mais ces tracts étaient imprimés que d'un seul côté. Donc les gens qui allaient là ne pouvaient pas lire immédiatement. Il faisait noir, c'était écrit en français. L'annonce faite par les CCC ou par téléphone, ils appellent la gendarmerie, ils leur disent « ça va exploser, évacuer Ravenstein, rue des Sols ». Oui, mais c'est un gendarme néerlandophone qui est au téléphone. La rue des Sols, les Bruxellois ne savent pas ce que c'est. En néerlandais, elle s'appelle Stuyverstraat. Donc le gendarme qui a écouté, qui a entendu cet appel, n'a pas fait le lien, rue des Sols qu'il ne connaît pas, Stuyverstraat peut-être même pas. Ils ont envoyé une patrouille de gendarmerie au Ravenstein, donc c'est l'entrée principale de la FGTB. Ils n'ont rien vu. Bon, c'était une fausse alerte pour eux. Pourtant... Michael Dantine, sur peut-être cette phrase, c'est vrai, qui glace un peu le sang, le fait de dire que pour tant Bertrand Sassois que Pierre Carrette, il n'y a pas vraiment de regret, il assume. C'est quelque chose de spécifique, ça, au CCC, où vous le retrouvez dans beaucoup d'affaires, par exemple de terrorisme islamiste, le fait que même des années après les attentats, ils restent convaincus de leur bonne foi. Vous aurez entendu dans l'extrait déjà qu'il y a une mécanique très claire, une rhétorique très claire du terrorisme, c'est le switch auteur-victime. C'est-à-dire qu'il faut définir l'autre, si vous voulez, comme le criminel, comme le terroriste, de façon à dire que soi-même on ne l'est pas, ce qui est déjà intéressant, mais qu'aussi on agit en légitime défense. Et donc ça renvoie à la notion de justice que j'évoquais tout à l'heure, quant aux excuses et aux regrets. Évidemment, déjà, à la lueur de ce que j'explique, c'est compliqué, évidemment, si on est convaincu qu'on fait quelque chose de légitime, qu'on a commis une infraction pour prévenir d'un péril plus grand sur des cibles qu'on a évidemment soi-même déterminées. Les cibles, le choix des cibles est très indicateur ici. On frappe des symboles essentiellement, même si on se rend compte qu'ici tout est mis en place, si vous voulez, pour essayer de ne pas tuer des gens. Évidemment, il y a ce facteur de risque. Et alors la question qui se pose, c'est si vous acceptez ce que vous avez fait, à partir du moment où vous êtes à ce niveau de radicalisation qui vous a amené à commettre des actes violents qui de surcroît ont tué des gens, pour les CCC comme pour toute une série d'autres terroristes depuis lors, en réalité vous vous écroulez psychologiquement. Oui, c'est invivable. Vous abandonnez, si vous voulez, votre armure, ce rôle, et vous vous confrontez à une réalité qui vous est déjà difficilement accessible, et ce d'autant plus que finalement elle vous renverrait quelque chose d'incroyable parce que vous avez tué des gens, et c'est quand même quelque chose que nous voulons éviter en raison de toute une série de barrières morales qui nous sont inculquées tout au long de notre vie. La première, l'histoire continue. On continue d'évoquer 40 ans plus tard la saga des CCC avec Michael Dantine, criminologue à l'Université de Liège, et Emmanuel Allard, journaliste ici à la RTBF. Emmanuel, que sont devenus aujourd'hui Bertrand Sassois, Pierre Carrette? Alors, vous les avez longuement rencontrés en 2006 lors de votre reportage. Vous avez peut-être encore un petit peu suivi en tant que journaliste ce qu'ils sont devenus. Ils sont encore actifs, je le disais. Bon, dans des mouvements militants qui n'ont plus la portée de ce qu'était à l'époque l'extrême gauche en Belgique en milieu des années 80. Alors, ils ont surtout fait de nombreuses années de prison. Oui, bien sûr, oui. De 88 à 2003, je crois. Carrette a fait 17 ans de prison, et il a toujours refusé de sortir de prison sous conditions. Et les conditions étaient de ne pas reprendre d'activité politique. Il a dit non. Donc vraiment, il a fallu lui donner des coups de pied au derrière pour qu'il sorte. Et on n'est pas parvenu en tout cas à Carrette, à imposer quelques mesures que ce soit. Sassois était sorti un peu plus tôt parce que c'est pas lui le leader. Il avait même été parvenu à s'échapper, même faire une tentative d'évasion. Il est resté, je crois, 15 ans en prison. Aujourd'hui, ce sont on va dire des anciens combattants de cette lutte de 84-85, et ils en parlent autour d'eux, mais ils ne sont pas actifs, ils ne sont pas leaders, ils ne descendent pas dans la rue. De temps en temps, une manifestation, des choses comme ça. Mais c'est une présence, je veux dire, symbolique. Mais quand on pose la question à Carrette, moi, j'ai mené mon combat, et nous avons été au maximum de ce que nous pouvions en 84-85. Mais il dit, si jamais la révolution arrive dans ma rue, je ne vais pas rester au balcon. C'est ça. Voilà. C'est possible de
plongée, si je peux dire comme ça, mais il faudrait des conditions historiques très particulières. Oui, donc Carrette est né en 52, il a son âge aujourd'hui, donc c'est une autre génération qui devrait prendre le relais. Oui. Michael Dantine, on suppose que Pierre Carrette et Bertrand Zassois sont encore suivis par la sûreté de l'État, les services qui s'occupent de la sécurité dans ce pays. Est-ce qu'ils représentent encore une quelconque menace aujourd'hui ? Ou de manière individuelle, c'est très, très complexe à dire. Vous savez, d'abord en matière de menaces, il faut bien distinguer le militantisme, l'activisme, de l'extrémisme et l'extrémisme du terrorisme. Oui. En fait, ce qu'on attend d'eux aujourd'hui en termes sociétaux, c'est ce qu'on attend de tous ceux qui sont condamnés pour des faits liés au terrorisme. Ce n'est pas nécessairement qu'ils abandonnent leurs idées radicales, mais qu'en tout cas, ils ne les traduisent plus en actes infractionnels. Des actes violents comme les attentats ou du prosélytisme ou de la propagande ou des appels à la haine. Donc ça, c'est la limite, si vous voulez, d'un système démocratique. C'est heureux, on peut encore penser ce que l'on veut, mais pas faire tout ce que l'on entend, bien évidemment. Alors il est clair que les services de sécurité, ils ont un œil sur l'extrême gauche. Peut-être 2 chiffres quand même, en niveau européen, je parle ici, entre 1970 et 1980, donc pendant la période qui nous intéresse. Les attentats d'extrême gauche, c'est 93% des attentats et c'est 58% de tous les morts à l'époque de tous les types de terrorisme sur cette période. Puis il y a un gros creux à partir des années 80. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'entre 2006 et 2020, le terrorisme d'extrême gauche, c'est 414 faits, toujours à l'échelle européenne, d'attentats alors perpétrés, déjoués ou manqués, principalement dans certains pays européens comme la Grèce, l'Italie ou l'Espagne. On est quand même sur une petite résurgence. Donc évidemment, l'extrémisme de gauche, il est surveillé, et donc tout ce qui peut l'incarner. Est-ce qu'il y a des surveillances directes sur les individus ou les groupes dans lesquels ils sont actifs ? De toute façon, si je le sais, je ne le dirai pas, bien évidemment, sur antenne. Vous disiez tout à l'heure, hybridation possible entre une partie de l'extrême gauche et alors une forme d'islam ou d'islam politique. Vous pouvez nous expliquer ça ? Il y a des exemples ? Alors il y a des exemples, et puis il y a d'autres hybridations. Il y a du comploto d'extrémisme de gauche, ça marche bien, et aussi il y a toute la problématique de l'hybridation avec des formes d'écologie radicale, pardon. Avec l'islamisme, qu'est-ce qu'on voit, si vous voulez, c'est qu'il y a des domaines de rencontre. Par exemple, sur l'anti-impérialisme. Dans un certain islamisme radical, on est très anti-impérialiste, très anti-colonialiste, et donc l'extrême gauche aussi. Et par exemple, autour de la cause palestinienne, qui résonne avec une actualité extrêmement forte, évidemment dans la zone, mais aussi par importation ou exportation, selon l'angle d'où on se place, chez nous, là, il y a une compatibilité très importante, et qui peut se révéler dangereuse. Et qui a existé historiquement. Qui a existé historiquement, et qui existe. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde, avec des affiliations à des mouvements qui vont faire l'apologie du Hamas ou l'apologie d'autres mouvements. Et donc ça existe, c'est concret. Et évidemment, le danger, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, les éléments les plus dangereux de ces idéologies et de ces individus se rencontrent et qu'ils définissent en fait un ennemi commun. Et dans le cas qui nous occupe, et je vais être très précis, moi je suis pas du tout en train de prendre parti, d'ailleurs le fait qu'on doive prendre parti est déjà synonyme, si vous voulez, de la polarisation qui se dessine dans notre société, et le terrorisme et l'extrémisme naît tout autant de la polarisation qu'il la renforce, donc ça c'est quand même très, très important à comprendre, mais il est bien clair que le contexte actuel crée un mélange qui pourrait être dangereux dans ces formes d'hybridation. Et ça, oui, très clairement, c'est surveillé, et ça se voit, si vous voulez, à toute une série de faits, de manifestations ou de phénomènes. Emmanuel Allard, peut-être une dernière question pour vous, puisque l'émission touche à sa fin. Vous les avez longuement rencontrés, donc les membres des CCC. Peut-être ce qu'ils vous ont laissé comme sentiment principal. L'absence de remords, et on l'a déjà dit, ce qu'ils ont fait était juste, et eux n'ont pas changé d'avis. Contrairement à d'autres membres de réseaux terroristes, je pense à l'armée fraction, à la Rote Armee Fraktion, et notamment Peter Jürgen Bock, qui était un des responsables de l'enlèvement et de l'assassinat d'Hans Martin Schleyer, le patron des patrons allemands,
en 1977, qui, des années après, s'est confié et dit à la jeunesse: ne croyez pas aux solutions simples et rapides, elles n'existent pas. Ne croyez pas aux solutions basées sur l'idéologie, il n'y en a pas. Ce type de message, on l'entend pas dans la bouche des CCC. Ouais, on l'a compris. Merci Emmanuel Allard d'avoir été notre invité. Et merci à vous, Michael Dantine, criminologue à l'Université de Liège. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy, coordonnée et préparée par Émilie Malice.